possible? Les conditions météo règnent sur notre monde, apportant la vie, la mort et la destruction. Recule, bon sang, ça va aller. Oh, c'est pas vrai! Ils sont en train de se noyer! Découvrez des images encore plus fortes et incroyables. Avec des catastrophes naturelles meurtrières. C'était l'un des moments les plus terrifiants de ma vie. Avec des tremblements de terre effrayants. J'ai vu ma vie défiler sous mes yeux. J'ai cru que je m'en sortirais pas. J'ai vu un immeuble entier s'effondrer. On aurait dit un film catastrophe. Et des éruptions volcaniques. Ça dépasse mes rêves les plus fous. Découvrez les images filmées par les témoins de ces catastrophes. On va mourir! On peut pas rester là! Éloignez-vous des fenêtres! Éloignez-vous, vite! Et leurs histoires défiant la mort. Sur le coup, j'ai vraiment cru qu'elle était morte. J'ai dû jouer les cascadeurs pour me sortir de là au plus vite. Je pensais que j'allais mourir brûlé vif. Nous allons nous retrouver nez à nez avec Dame Nature. C'est dingue! C'est complètement dingue! Et être les témoins privilégiés Attrape ma main! de la puissance des éléments naturels. La montagne allait nous engloutir. Ça vient vers nous! C'est l'enfer ici! C'était terrifiant. Je n'avais jamais rien vécu de pareil de toute ma vie. Mettez-vous à l'abri! Tout de suite! Dans cet épisode, l'Afrique du Sud est frappée par deux catastrophes à la fois, une violente tempête et un incendie. Il y avait des flammes et des explosions. Toute la ville de Nechna a pris feu. Un violent tremblement de terre ébranle la Nouvelle-Zélande et sème la terreur. Tout s'est mis à trembler tellement fort. J'ai vraiment cru que j'allais pas m'en sortir. La vache! Et un journaliste se retrouve du côté des victimes durant une coulée de boue apocalyptique. C'est là que l'eau de la crue m'est arrivée dessus. Je me la suis prise en plein visage. La ville du Cap, en Afrique du Sud. Nous sommes le 7 juin 2017. Les habitants de la côte se préparent depuis 2 jours à l'arrivée d'une tempête d'une violence exceptionnelle. Cela promet d'être un sujet en or pour le journaliste Aaron Ayman. C'était la première fois pour moi que mon métier m'amenait à côtoyer des conditions météo extrêmes en Afrique du Sud. Tout le monde disait que ça allait être la tempête du siècle. On parlait de vagues de 12 mètres de haut, de vent allant jusqu'à 120 km/h. Ça se voyait qu'il allait se passer quelque chose de grave, on le sentait. La tempête qu'on attendait tous ici au Cap vient d'atteindre la côte. Les bourrasques étaient de plus en plus violentes. Des arbres commençaient à tomber. Il y a eu une coupure de courant dans tout le quartier. On vient d'apprendre que plusieurs bâtiments ont été détruits et des toits arrachés. Mais pas d'inondation pour l'instant. On recevait des informations comme quoi il y avait des dégâts tout le long de la côte. Donc on s'est dit que ce serait une bonne idée d'aller sur la digue en bord de mer. De là, on pouvait voir la houle qui devenait de plus en plus impressionnante. Elle va être balèze, celle-là. Quand on est arrivé, les vagues déferlaient déjà sur la côte. La surface de l'eau était recouverte d'écume. Et des vagues gigantesques, toutes blanches, s'abattaient sur la chaussée. Elles poussaient les voitures sur le bas-côté de la route. On a vu au moins 2 accidents de voiture. Les gens sortaient de la route, zigzaguaient et se rentraient dedans tellement ils étaient hypnotisés par la tempête.
Comme vous pouvez le voir, la côte est frappée par les vagues. Pour l'instant, nous en sommes à 8 victimes dans la province du Cap-Occidental. Plein de gens vivant sur la côte se retrouvent à la rue. C'était une tempête comme on n'en voit qu'une fois par siècle. Le Cap est une grande ville avec peu de relief, à part au niveau des montagnes. Les quartiers pauvres se sont vite retrouvés inondés. Il a fallu évacuer les habitants car ils étaient sous l'eau. Si je me souviens bien, ça représentait des centaines, voire des milliers de gens. Près de 800 maisons sont rayées de la carte suite aux inondations. Mais dans cette ville habituée aux fortes rafales de vent, rien ne peut égaler les bourrasques de la 40e course cycliste annuelle du Cap. La londonienne Tashia Pillay a foncé tout droit au cœur de cette tempête. Le vélo, c'est ma passion. Donc, j'ai participé à plein de courses cyclistes, des compétitions de cyclisme, des triathlons. Je m'étais beaucoup entraînée et j'étais en pleine forme. J'avais prévu de faire un super temps lors de la course. J'étais vraiment heureuse d'être là. En plus, ma sœur et son mari étaient venus exprès de Johannesburg pour m'encourager. J'avais l'impression que rien ne pouvait m'arrêter. Mais le but, c'était surtout de passer un bon moment. La veille, on a reçu un mail de la part des organisateurs nous disant qu'il allait y avoir beaucoup de vent. Mais on pensait quand même pouvoir faire la course. J'avais prévu de retrouver des amis à 6h15. Je suis montée en voiture avec l'un d'entre eux et sur la route, on sentait la voiture bouger de gauche à droite à cause du vent. C'est seulement en arrivant sur place qu'on a compris à quel point c'était sérieux. On a essayé de prendre nos vélos dans le coffre, mais ils se sont envolés. Waouh! On est au point de départ de la course cycliste du Cap. Le vent est absolument infernal. C'est là qu'on a aperçu des gens avec leurs vélos se faire complètement éjecter de la route. Je n'avais jamais rien vécu de pareil de toute ma vie. On avait presque l'impression d'être pris dans un ouragan. Le vent était tellement fort que les gens se tenaient aux immeubles. Je pense que si quelqu'un avait voulu traverser la route, il se serait littéralement envolé. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y avait aucune chance que je fasse la course ou que je monte sur un vélo. J'aurais pas survécu. Votre attention, s'il vous plaît. La course cycliste est annulée. C'est horrible, on peut à peine marcher. C'est sûr qu'on montera pas sur un vélo aujourd'hui. Je suis venue de Londres exprès pour ça, donc je suis un peu déçue. Mais la sécurité passe avant tout. Dans la suite de l'émission, la tempête du Cap prend un tour inattendu aux conséquences dramatiques. À cause des rafales de vent extrêmement violentes et de l'air qui était très sec, ce n'est pas l'eau qui a envahi la ville suite à la tempête, c'est le feu. Il y avait des flammes et des explosions. Il s'agit d'une des plus grandes catastrophes naturelles de toute l'histoire de l'Afrique du Sud. Tout était orange autour de nous. On était encerclés par le feu et la chaleur. Si on était resté coincé, on serait sûrement mort brûlé. Lorsqu'on parle de phénomènes météo meurtriers, on sous-estime souvent les tempêtes. Selon les normes météorologiques officielles, une tempête apparaît lorsque des vents soutenus atteignent entre 89 et 102 km/h, ce qui correspond à la force 10 sur l'échelle de Beaufort. C'est le cas ici en Serbie, où des hommes observent avec appréhension l'arrivée d'une perturbation menaçante. Alors que le vent commence à violemment secouer les arbres, ils courent se mettre à l'abri. Sage décision de leur part.
Le vent arrache les branches des arbres et menace de faire s'écrouler la maison. On est loin de la tempête dans un verre d'eau. Toujours dans les Balkans, mais en Roumanie cette fois-ci. Lorsqu'une tempête se lève, elle ne fait pas les choses à moitié. En 1 heure à peine, le temps est passé de chaud et ensoleillé à ça. Les nuages à orage peuvent monter jusqu'à la hauteur incroyable de 6 km. Et celui-ci est chargé de grêlons. Autant dire que conduire dans ces conditions est particulièrement stressant. Les conducteurs finissent tous par sagement se garer sur le bas-côté. Parfois, il vaut mieux laisser passer l'orage. Au Vietnam, les tempêtes peuvent littéralement vous couper le souffle et vous arracher votre scooter. Lorsque les rafales atteignent entre 103 et 177 km/h, on parle de violentes tempêtes. Au-delà, il s'agit d'un ouragan, et celui-ci se dirige clairement vers cette zone. Un conducteur intrépide ignore ses camarades tombés au combat et appelle à l'aide tout en affrontant courageusement les éléments. Mais malheureusement, il finit par devoir laisser son précieux destrier derrière lui et se mettre à l'abri. Du côté de Las Vegas aux États-Unis, la météo estivale est généralement caniculaire et stable. Mais lorsqu'une tempête éclate, elle sait comment se faire remarquer. C'est complètement dingue! Au milieu des bourrasques atteignant les 112 km/h, les poubelles sont ballottées comme des confettis. Autant dire que conduire dans ces conditions est un sacré pari. Les Anglais aussi sont habitués aux gros coups de vent. Lorsqu'Aileen, la 5e tempête de la saison 2017-2018, a atteint la côte, des rafales allant jusqu'à 160 km/h ont causé de lourds dégâts et privé des dizaines de milliers de maisons d'électricité. Mais pour le footballeur irlandais Iana O'Connor, c'était l'occasion rêvée de montrer ses talents de lanceur de ballon boomerang. Un tir parfaitement exécuté. La Nouvelle-Zélande, pays du long nuage blanc situé dans une zone volcanique exposée au séisme, appelée la ceinture de feu du Pacifique. Chaque année, cette petite île est secouée par pas moins de 15 000 tremblements de terre. Le 14 novembre 2016 à minuit, le jeune étudiant Michael Spratt est avec des amis dans son appartement de Wellington lorsque la terre se met à trembler. J'étais dans la salle de bain à ce moment-là et j'ai vu que la serviette près de l'évier bougeait. J'ai pas compris ce qui se passait. J'ai même cru que j'étais en train d'halluciner. Oh la vache, vous sentez ça? Dans la cuisine, il y avait une lampe suspendue à un fil. Donc c'est la première chose qu'on a vu bouger. Et en même temps que je filmais, je me suis précipité vers la porte d'entrée. Mais vu l'heure tardive, elle était fermée. Et je bougeais tellement que j'arrivais pas à la déverrouiller. Michael se retrouve pris dans un tremblement de terre de magnitude 7,8. Cela fait 161 ans que Wellington n'avait pas été frappé par un séisme aussi violent. Beaucoup de gens ont comparé ça à un train qui débarque dans le salon. Ça faisait un bruit pas possible. On a entendu toutes les fenêtres qui nous entouraient voler en éclats. J'avais jamais entendu un truc pareil. Ça a tremblé tellement fort que je me suis dit que l'immeuble allait s'effondrer. J'ai vraiment cru que j'allais pas m'en sortir. Le tremblement de terre dure presque 10 longues minutes, saccageant au passage tout l'appartement de Michael. Tous les joints avaient craqué et il y avait des fissures partout sur les murs, de haut en bas. Ma chambre était sans dessus-dessous
J'avais 2 lampes de chaque côté du lit. Quand on est retourné voir, elles étaient contre le mur opposé. Donc elles s'étaient déplacées de 4 ou 5 mètres. Dans la cuisine, le frigo s'était débranché. Et la télé avait atterri 2 mètres plus loin que là où elle était censée être. J'avais aussi une commode qui s'est retrouvée à l'autre bout de la pièce. La télé a survécu, mais par contre le frigo est en 1000 morceaux. Je voulais parler à mon père, ma mère, ma sœur et ma grand-mère. Mais quand j'ai réussi à sortir, mon portable m'a lâché. À ce moment-là, j'ai fondu en larmes. Je croyais que le séisme venait de Wellington, mais en fait, il avait eu lieu sur une autre île, à 100 ou 200 km. Je me suis dit que ça devait être un champ de ruines là-bas. L'épicentre de cet impressionnant séisme se situe sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, près de la ville côtière de Kaikoura. C'est là que se trouve Jackson Lidgard lorsqu'il est réveillé par de fortes secousses. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que tout tremblait. Ça s'arrêtait pas donc, on a couru dehors, mais c'était de pire en pire. J'ai vraiment cru que la terre allait s'ouvrir sous mes pieds. On n'entendait rien d'autre que le bruit des rochers qui dévalaient la colline. Jackson est tellement sidéré par ce qui vient d'arriver que le lendemain matin, il part faire le tour de son quartier métamorphosé. J'ai décidé d'emprunter l'autoroute pour aller voir l'étendue des dégâts. J'étais curieux, mais j'en venais pas large. Il y avait des rochers tout le long du littoral. Certains étaient au beau milieu de la route. Et ils faisaient la taille d'un petit camion. Il y avait des montagnes de débris partout sur le sol. J'ai dû compter 4 ou 5 gros glissements de terrain. Les tas étaient gigantesques et la chaussée était couverte de rochers énormes. À certains endroits, on ne voyait même plus le tracé de la route. Je suis tombé sur un nid de poule qui devait faire la moitié de ma taille. Je pense qu'un rocher avait dû rebondir juste là. À un moment, j'ai croisé la ligne du chemin de fer. Elle avait été éjectée jusque sur la route en contrebas. Il y avait même une partie sur la plage. Mais les traverses et les rails étaient toujours attachés. Donc j'ai pu m'en servir comme un pont pour contourner les trous. J'ai aussi trouvé un tunnel ferroviaire qui s'était effondré. C'est sûrement le moment où j'ai eu le plus peur. Je me suis avancé jusqu'au milieu, et là, je suis tombé sur un gros tas de débris et de fils électriques. Donc j'ai grimpé par-dessus et j'ai couru jusqu'à la sortie. Aussi fou que cela puisse paraître, le tremblement de terre de 2016 a provoqué un soulèvement côtier de 6 mètres le long du littoral de Kaikoura, détruisant au passage des récifs naturels et décimant des espèces aquatiques. Quant à Jackson, après avoir constaté le pouvoir de Dame Nature d'aussi près, sa vie a changé pour toujours. J'ai beaucoup plus peur des tremblements de terre maintenant. Quand je suis assis quelque part, comme à la bibliothèque, et que je sens le sol trembler, je me crispe, même si c'est juste quelqu'un qui passe à côté. Je me demande si c'est le début d'un séisme et si je dois courir me mettre à l'abri. Comme nous le savons tous, lorsque Dame Nature est en colère, elle peut se montrer impitoyable. Personne n'est à l'abri, et ce, quel que soit son âge. Vas-y, c'est tout droit. Allez. Dans l'Idaho, aux États-Unis, un père et son fils profitent d'une forte chute de neige pour passer un peu de bon temps ensemble. Bien joué. Vas-y, prends la bosse. Le petit saute par-dessus la bosse sans encombre. Mais un piège bien plus redoutable s'apprête à l'engloutir. Ethan! Ça va? Ethan! La poudreuse a beau être légère, elle n'en reste pas moins très dense. Au bout d'un quart d'heure d'ensevelissement, les chances de survie dégringolent. Ça va aller, t'inquiète pas. Je suis là. J'arrive. Ça va aller. Où est ton gant? Montre-moi. C'est bon, je te tiens. Ça va? Ouais, ok, je peux pas respirer. Ok. Attends. Vas-y, doucement. S'il y a une leçon à retenir de tout ça, c'est que même la poudreuse peut vous jouer des tours. J'aurais pu y rester. Ouais.
Tout de suite, au Colorado, la chaleur caniculaire altère le jugement de cette jeune fille. Et son plongeon dangereux prend un tournant douloureux. Ça se passe dans la crique du paradis. Mais pour elle, cette journée s'est transformée en enfer. Par miracle, elle ne devrait avoir aucune séquelle. Si vous trouvez ça choquant, attendez de voir ce jeune Argentin de 12 ans se mettre en danger alors que le tonnerre gronde au-dessus de sa tête. Par chance, il n'a rien eu à part une grosse frayeur. Par contre, tous les appareils électriques de la maison ont grillé. Lors d'une journée venteuse à Lyndhurst dans l'Ohio, l'empressement de cette petite fille à rentrer chez elle se mettre à l'abri a failli tourner à la catastrophe. Voici une porte battante qui porte bien son nom. Mais le plus impressionnant, c'est que malgré son envolée brutale, elle ne lâche pas une seule seconde le portable de sa mère. Les garçons ont sorti les luges, oh là là! Non mais je rêve! Ces jeunes viennent de quitter le Texas pour la Nouvelle-Angleterre. Et ils comptent bien profiter d'une nouveauté, la neige. Non mais je rêve! Ils font d'emblée une erreur de débutant en allant jouer dans le jardin en terrasse. Malgré leur atterrissage fracassant et l'inquiétude flagrante de leur mère, rien ne les arrête. Jusqu'à ce que... Il va un peu vite. Oh bon sang! J'hallucine, t'as carrément arraché une plante? Il va un peu vite. Oh bon sang! Pas sûr que sa luge ressorte un jour du placard. Waouh! T'as arraché le pauvre buisson! Tout de suite. Un violent cyclone oblige un volcanologue à rester durant 3 jours à côté d'un volcan en activité. C'est l'enfer ici! Un enfer plein de gaz! Et un journaliste se retrouve au cœur d'un fait divers lorsqu'un torrent de boue déchaîné lui fonce dessus. La seule chose à laquelle je pensais, c'était j'ai intérêt à m'accrocher. Précédemment dans l'émission, nous avons vu comment, en 2017, le Cap s'est retrouvé assiégé par la tempête du siècle. On vient d'apprendre que plusieurs bâtiments ont été détruits et des toits arrachés. Plein de gens vivant sur la côte se retrouvent à la rue. Mais au milieu de ces nuages sombres, une lueur d'espoir subsiste. La ville du Cap traverse en effet la pire sécheresse qu'elle ait jamais connue. On estime même que l'eau aura totalement disparu d'ici mai 2018. Malheureusement, au lieu de remédier à ça, la tempête déclenche quelque chose de bien pire. Le journaliste Aaron Hyman était sur le terrain lorsque les choses ont dégénéré. C'était la toute première tempête de la saison des pluies. Et elle est arrivée très tard. Les gens savaient qu'il y allait avoir beaucoup de vent et de grosses vagues. Donc ils se sont dit qu'il y aurait aussi forcément des précipitations. Mais au final, il a très peu plu. Et à cause des rafales de vent extrêmement violentes et de l'air qui était très sec, ce n'est pas l'eau qui a envahi la ville suite à la tempête, c'est le feu. Balayé par des vents de 113 km/h, cet incendie devient rapidement le pire brasier de toute l'histoire de l'Afrique du Sud. Il consume une zone de 260 km² autour de la ville de Naïsna, située à 480 km à l'est du Cap. Il y avait des flammes et des explosions. Toute la ville a pris feu. Roméo Dutoit fait partie des habitants de Naïsna, pris au piège de cette fournaise infernale. Comme des milliers d'autres gens, il se retrouve alors plongé en plein cauchemar. Je me rappelle du matin où c'est arrivé. J'étais en voiture avec mon père. On venait tout juste de quitter la maison. C'est mon père qui conduisait et d'un coup, son portable a sonné. C'était ma mère. Elle nous a dit « Il y a le feu! Il y a le feu sur notre terrain! Il faut absolument que vous rentriez tout de suite !» Elle était en larmes. Elle criait et elle cherchait les chats partout dans la maison. J'avais jamais reçu un coup de téléphone comme celui-là, avec quelqu'un au bout du fil qui hurle comme s'il était sur le point de mourir. On était assez loin de là où était ma mère. Il fallait repasser par la ville pour aller chez nous, sur les hauteurs. Et là, j'ai vu la fumée.
Il y en avait tellement qu'il commençait à faire sombre. À un moment, j'ai dit à mon père, « Écoute, si tu te décides pas à accélérer, je vais te mettre dehors et prendre le volant. Va plus vite. Il reste plus rien de la voiture !» Ils ont bloqué les routes qui menaient jusqu'à chez nous. J'ai l'impression qu'ils ont bloqué les accès. Tout est en train de brûler. Je me rappelle m'être avancé jusqu'aux barrières. Le policier m'a dit « Stop, vous pouvez pas passer. Vous voyez bien que c'est dangereux. » Et j'ai répondu « Ma mère est là-bas, donc j'y vais. » Tout était orange autour de nous. On était encerclés par le feu et la chaleur. C'est surtout cette sensation de chaleur qui m'a marqué. Notamment dans la voiture. Si on était resté coincé, on serait sûrement mort brûlé. Quand on est arrivé dans l'allée devant chez nous, on s'est mis à klaxonner. 2 secondes plus tard, ma mère a surgi de la maison avec un des chats dans un sac et on l'a fait monter à toute vitesse. Je sais pas comment on est redescendu. On voyait rien à part les flammes. On a vu des gens sortir en courant de chez eux et crier au secours. Ils essayaient d'évacuer leurs moutons, donc je suis allé les aider. C'était vraiment de la folie. On est resté au même endroit pendant presque 4 heures à regarder ce qui était en train de se passer. Quand le feu a commencé à s'éteindre dans la zone où on vivait, mon père nous a dit « Venez, on va essayer d'aller voir si notre maison a brûlé. » J'ai couru le long du chemin qui menait jusqu'à chez nous. Et là, d'un coup, j'ai aperçu la maison au loin. Elle était encore là. Merci infiniment, merci pour votre aide. Beaucoup de maisons aux alentours avaient brûlé. Il ne restait plus rien autour de chez nous. Juste à côté de notre résidence, il y avait un petit village avec 12 maisons. Après l'incendie, il n'en restait plus une seule. Elles avaient toutes disparu. En tout, on dénombre plus de 20 incendies dans la région du Cap. Ils font rage durant 4 jours. 10 000 personnes doivent être relogées ailleurs et plus de 1000 maisons sont détruites. Sans surprise, ce sont les gens les plus démunis qui sont le plus durement touchés. Les endroits les plus vulnérables étaient les bidonvilles aux alentours des grandes villes, qui sont là depuis plus d'1 siècle. Le feu a ravagé tous leurs bâtiments. Ils n'ont rien pu faire. On se serait cru dans une scène tirée d'un film post-apocalyptique. Beaucoup de gens vivaient dans les hauteurs. Leurs maisons avaient brûlé, donc ils se retrouvaient à la rue. Ils descendaient pour essayer de trouver de l'aide. D'autres ont dû être évacués car ils étaient piégés par les flammes. C'était vraiment tragique. Ils ont tout perdu, alors qu'ils n'avaient déjà pas grand-chose. Pour eux, ça a été une catastrophe inimaginable. Au final, il faudra l'intervention de 1000 pompiers, 78 camions et 6 hélicoptères militaires pour venir à bout de ce brasier infernal. Plus de 300 millions de dollars seront nécessaires pour réparer les dégâts. La tempête du Cap restera dans les annales, comme la plus grande opération de secours que le pays ait connue. Il reste encore des arbres qui se consument, un nettoyage de grande ampleur à entreprendre, plein de gens qui n'ont nulle part où vivre. Ça a été un épisode épouvantable, avec des conséquences à très grande échelle. Dans l'océan Pacifique Sud se trouve la petite île isolée d'Ambrim qui abrite un volcan en activité mondialement connu. En février 2017, le volcanologue Chris Horsley se prépare pour une expédition là-bas d'1 mois. J'organise et je dirige des expéditions pour se rendre dans des volcans. Je suis sûrement descendu dans plus de cratères que n'importe qui. C'est fou de pouvoir faire ça à seulement 26 ans. Durant ce voyage, Chris est accompagné d'amateurs passionnés. Mais le fait d'y aller hors saison comporte certains risques. Mes clients étaient des particuliers qui voulaient venir voir le volcan. C'est un spectacle qui existe nulle part ailleurs.
une magnifique forêt tropicale qui débouche sur un panorama noir et aride. Et quand on se penche pour regarder dans le cratère, une chute de 400 mètres mène à un des lacs de lave les plus actifs au monde, qui n'arrête pas de bouillonner. Ah ouais, waouh! Là-bas, on a la chance de pouvoir admirer du magma, le cœur de la Terre. C'est un aperçu de l'essence même de notre planète. On savait que c'était pas la période idéale pour se rendre au sommet d'un volcan dans l'océan Pacifique Sud. C'était la saison des cyclones, donc on courait forcément un risque. Mais on est d'incorrigibles optimistes, donc on a quand même décidé d'y aller, en espérant que tout se passe bien. On est arrivé au sommet du Maroum. On attend nos affaires. Des porteurs sont en train de nous les amener. On a réussi à atteindre le sommet du volcan sans encombre. On a commencé à s'installer, car on devait rester un mois. Mais d'un coup, on a entendu un léger grondement au loin. Et on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une tempête. Par souci de sécurité, les clients sont évacués jusqu'en bas de la montagne. Chris reste quant à lui en haut pour surveiller le matériel. J'ai une tente, je vais passer la nuit ici tout seul. Par contre, le vent est très fort. J'étais plutôt optimiste. Je me disais, tant que j'ai de quoi manger, boire et m'abriter, je devrais pouvoir m'en sortir. Après tout, j'étais déjà allé là-bas avec des conditions météo difficiles. Par contre, on ne savait pas trop ce qui était en train de nous arriver au-dessus. Apparemment, 2 dépressions allaient passer de chaque côté de l'île, ce qui est assez rare. C'était censé dissiper les nuages et nous permettre d'avoir une météo favorable. Mais au final, ça a été exactement l'inverse, et on a pas mal souffert. J'étais loin de me douter que cette tempête allait durer 4 jours, avec un vent nord-ouest, ce qui signifie qu'il charriait un nuage de gaz venant du volcan jusqu'au campement. Sans oublier les pluies acides. Lorsque la tempête débarque, elle s'accompagne de violentes rafales atteignant presque les 160 km/h. Mais le pire, ce sont les nuages de soufre qui rongent à la fois les poumons et l'équipement. On se croirait en enfer! Un enfer plein de gaz! Piégé au cœur de ce cauchemar, la vie de Chris dépend uniquement de la capacité de sa tente en toile à résister aux intempéries. Alors, je me suis dit que j'allais ranger toutes mes affaires dans mon sac de secours. Mon couteau, ma lampe torche et mon sifflet. Non seulement la tempête n'a pas bougé, mais en plus elle a empiré. Il y avait seulement 2 mètres de visibilité et des éclairs partout autour. Ce qui faisait assez peur, surtout quand on est tout seul, dans une tente au sommet d'un volcan. Dans ces moments-là, on s'accroche à des petites choses pour se remonter le moral. À savoir son abri, sa nourriture et l'eau. C'est ça qui m'a fait tenir. Ma tente était mon refuge. Il y a une bâche de protection sur ma tente, mais ça risque de passer à travers. Si j'avais pas eu ma tente, je suis sûr et certain que j'aurais pas survécu. J'ai 2 bidons avec moi. On s'en sert pour ranger les cordes et le matériel de communication. Mais surtout, ils me permettent de lester la tente. Sans eux, elle se serait déjà envolée depuis longtemps. C'était ma bouée de sauvetage. J'avais rien d'autre. Ça commence à devenir grave. Le vent a fait tomber un bidon d'eau de 20 litres qui maintenait ma tente sur le côté. Et la bâche commence à se déchirer. Je vais devoir aller la réparer. On peut très vite perdre espoir dans ce genre de situation. J'avais aucun moyen de me distraire. Quand on se retrouve coincé tout seul, on apprend beaucoup sur soi et sur ce qu'on est capable de surmonter. Moi, ma méthode, c'est de pas y penser. Je fais comme si tout était normal et qu'il se passait rien de spécial. Ça m'aide à tenir. Mais après 3 jours et 3 nuits à être malmené par les éléments, Chris commence à craquer. Je suis tout seul au sommet d'un volcan. Quand on se retrouve tout seul dans une tente, on finit par devenir un peu bizarre. C'était une chouette, je crois. On réfléchit à des trucs complètement absurdes. Ou alors, c'était un renard volant. On se met aussi à cogiter beaucoup trop à propos de certaines choses. Notre esprit devient notre pire ennemi. Après plus de 70 heures à devoir supporter la pire épreuve physique et mentale de sa vie, le cyclone tropical finit enfin par se dissiper. Aujourd'hui,
C'est la première fois que le ciel est aussi dégagé. J'étais comme un fou. Tout ce que je voulais, c'était quitter cette montagne le plus vite possible. J'ai commencé à redescendre le long du volcan. J'étais tellement soulagé une fois arrivé en bas. J'allais enfin pouvoir boire une tasse de café et m'allonger dans un vrai lit. Enfin, un lit de camp. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Il y a très peu d'endroits sur Terre où on peut admirer la nature dans son état le plus sauvage. Avoir dû traverser autant d'épreuves en étant tout seul, coincé dans une tente, ça m'a appris énormément de choses. Je pense qu'au final, ça m'a fait encore plus aimer ce volcan. La météo est parfois tellement étrange et incompréhensible qu'il est impossible de ne pas en rester bouche bée. Il est donc temps pour nous de jouer les Sherlock Holmes et de percer à jour les plus grands mystères de la nature. En Russie, cet homme est pour le moins stupéfait d'apercevoir cet étrange globe lumineux qui n'est pas sans rappeler un ovni flotté à l'horizon. Il s'agit en réalité d'un phénomène extrêmement rare appelé foudre en boule. Selon les scientifiques, cela serait provoqué par un reste d'ion chargé en énergie qui formerait une boule dense après un éclair. En tout cas, il faut admettre que c'est électrisant. Dans les étendues désertiques du Turkménistan, les températures caniculaires peuvent atteindre les 50 degrés Celsius. Mais ce n'est rien à côté de cet étrange cratère où plusieurs brasiers semblent tout droit sortis de nulle part. Ce fossé ardent, appelé Porte de l'Enfer, a vu le jour en 1971 lorsqu'un gisement de gaz naturel s'est effondré dans une caverne passant juste en dessous. On y mit le feu pour éviter la propagation du méthane, ce gaz à l'odeur d'œuf pourri. Ce n'est pas étonnant qu'il gémisse. Nous voici aux États-Unis, dans le Kentucky. S'agit-il de la toute dernière invention loufoque de l'Amérique profonde? Un matelas à eau recouvert d'herbe? Malheureusement, pour ceux qui rêvaient déjà de se prélasser au soleil, ce n'est pas le cas. Il s'agit en réalité de la conséquence de 2 heures de précipitations intenses ayant infiltré le sol, causant une cloque de gazon. Et tout comme chez les humains, lorsqu'on la perce, un liquide putride s'en dégage. Ces images incroyables du fleuve Liao gelé au nord-est de la Chine ont été filmées par un drone. Ce phénomène se produit lorsque les bords commencent à fondre. Au lieu de s'écouler en ligne droite, l'eau tourne et crée un vortex vertical, un peu comme lorsqu'on vide l'eau du lavabo. Au fur et à mesure que le disque tourne, la glace finit par former un cercle parfait. Mais attention! Aussi amusant que cela puisse paraître, ce manège glacé peut s'avérer mortel. On dirait un arc-en-ciel en demi-lune dans le ciel. J'espère que ça fera un cercle. Pour terminer, sachez qu'aucun subterfuge n'a été utilisé dans cette vidéo d'un arc-en-ciel inversé aperçu dans le ciel de Buffalo aux États-Unis. Il semblerait qu'il défie toutes les lois de la science et de la nature. Pour mieux comprendre, il faut voir au-delà de l'arc-en-ciel. Il s'agit en réalité d'un phénomène météorologique appelé arc circumzénital, un mot compliqué qui désigne la lumière du soleil se réfractant sur des cristaux de glace. Nous avons résolu tous nos mystères météorologiques. Bien joué, Sherlock. Rien de plus élémentaire que les éléments naturels, mon cher Watson. Colorado Springs, une ville nichée au pied des montagnes rocheuses.
Nous sommes au beau milieu de l'été 2013 et le journaliste local John Schroyer suit une piste prometteuse dans les collines avoisinantes. C'était une journée normale au travail, jusqu'à ce qu'on reçoive un bulletin d'alerte pour une crue soudaine. Donc je me suis rendu là-bas pour voir si je pouvais ramener quelques images. J'étais sur l'autoroute 24 à l'est de la ville de Manitou Springs. Et il y avait pas mal de bouchons. Beaucoup de voitures étaient arrêtées au beau milieu de la route. Je me suis dit qu'il y avait peut-être eu une chute de pierre qui bloquait le passage. Donc je me suis garé sur le côté, j'ai attrapé ma caméra et je suis sorti de la voiture sans faire gaffe. C'est là que l'eau de la crue m'est arrivée dessus. Je me la suis prise en plein visage. Bien malgré lui, John se retrouve victime d'un piège mortel. 1 an plus tôt, le gigantesque feu de forêt de Waldo Canyon a décimé de vastes étendues à flanc de montagne. Les pentes abîmées et carbonisées ont permis aux précipitations de s'écouler à l'abri des regards, jusqu'à former la crue dévastatrice qui met désormais la vie de John en danger. Lorsque l'eau a surgi, elle a soulevé ma voiture et l'a retournée à 180 degrés. Oh, bon sang! Je me suis retrouvé entraîné malgré moi jusqu'en bas de la colline. Non, mais j'hallucine! Il y avait plein de boue. Je me prenais des branches et toutes sortes de débris. J'étais dans un état de choc. La seule chose à laquelle je pensais, c'était « j'ai intérêt à m'accrocher ». C'est pas possible! Instinctivement, même si c'est complètement idiot, j'ai tout de suite essayé de tourner le volant. Évidemment, c'est ridicule. C'est pas comme si on pouvait diriger les roues d'une voiture alors qu'elle flotte sur l'eau. J'étais à flanc de colline et je l'ai heurté plusieurs fois. C'est sûrement la situation la plus dangereuse que j'ai vécue de toute ma vie. Oh la vache! Oh! Ça m'a paru durer une éternité. Ma bagnole est foutue. Elle est bousillée. La voiture a fini par s'arrêter d'elle-même sur le bas-côté, sur un lit de terre et de sédiments. C'était une expérience intense. J'en reviens pas. C'est carrément dingue. J'ai dû rester assis dans la voiture pendant environ une demi-heure. Et puis j'ai fini par baisser la vitre et grimper sur le toit. À ce stade, la route ressemblait plus à rien. Il y avait des débris, des cailloux, des bouts de bois, des branches et des épaves de voitures partout qui bloquaient le chemin. John est un reporter toujours à l'affût d'un scoop. Mais ironiquement, cette fois, ce sera lui qui fera les gros titres. J'ai posté une photo sur les réseaux sociaux de ma voiture complètement détruite, garée sur le bas-côté. Je m'y attendais pas du tout. Mais quelques secondes à peine après l'avoir publiée, je me suis mis à recevoir plein de demandes d'interview. John a le droit à son quart d'heure de célébrité. Il est invité sur les plateaux des plus grandes chaînes d'infos américaines pour raconter son aventure. Cette histoire complètement ridicule de moi me faisant piéger par une montée des eaux m'a rendu beaucoup plus célèbre que n'importe lequel des articles que j'ai pu écrire dans ma carrière. Alors que, objectivement, ils sont excellents. Ça me fait marrer de me dire que les gens se souviendront surtout de moi à cause de cette vidéo où on me voit bousiller ma voiture. Nous savons tous que quand on essaie de prendre Dame Nature à son propre jeu, on finit souvent par le regretter. Nous avons donc décidé de rendre hommage à cela en organisant nos propres Olympiades des moments les plus ridicules. Les premiers à passer sont ce groupe de Français dans la catégorie voile. Alors qu'ils s'approchent du pont, il semblerait qu'ils se soient emmêlés les pinceaux et les cordages.
C'est une façon comme une autre de baisser pavillon. Ces braves matelots méritent bien leur place au sein de notre panthéon des plus beaux fiascos. Direction maintenant la piscine, avec ce fringant gaillard qui porte bien le bikini pour homme. Je vais vous apprendre à bien plonger. Oh bon sang! Après avoir vu ça, pas étonnant que ce pauvre bébé hurle à plein poumon. Au pied du podium, on retrouve ce jeune homme casse-cou. À Hawaï, il se lance à l'assaut d'immenses rouleaux de 4,50 m de haut, pouvant l'aplatir comme une crêpe. Il sort de là sonné. Ce panneau bien en évidence aurait pourtant dû lui mettre la puce à l'oreille. La médaille de bronze est attribuée à ce plongeur. 1 centimètre de plus et il terminait sa journée dans une ambulance. Mais soyons fair-play, il réussit parfaitement ce plongeon extrêmement difficile. Par contre, ça lui a coûté l'usage de la parole. À la 2e place, on retrouve cet homme concourant dans la catégorie saut à ski. Ça va? Certains prétendent que ce serait Eddie the Eagle préparant son comeback. Enfin, sur la plus haute marche du podium, nous retrouvons ce golfeur. Même si vous n'avez jamais touché un club de golf de votre vie, vous voyez bien que c'est de la pure folie. Ce n'était probablement pas le trou en un qu'il espérait faire. Félicitations aux champions. Dans cet épisode, nous avons vu Dame Nature rugir de colère. Nous avons vu à quel point nous étions vulnérables. Nous l'avons vu démolir, détruire et nous rire au nez. Et vous en verrez encore plus dans le prochain épisode. Car personne ne peut arrêter la nature meurtrière.